Alors j'ai la chance d'avoir des sommités docteurs vétérinaires, mais aussi des présidents. Bref, on devrait passer un chouette moment. Permettez-moi tout d'abord de... Si, président quand même, vous l'êtes si je ne m'abuse. Je vais commencer par vous, tiens, Julien Blot. Vous êtes donc éleveur, le haras de Numéror que l'on connaît, la fixe bien connue de nos amis éleveurs. Vous êtes président éleveur, d'ailleurs, président des éleveurs Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Ça se présente pas mal cette grande semaine? Très bien. Je crois que vous avez dû faire un parcours en apnée. Je crois qu'il y en a une des vôtres qui est passée ce matin, là, ou tout à l'heure. Ouais, on a un 4 ans mâle qui termine 5e. Et Pas une mal. jument de 6 ans qui est passée à l'instant, qui s'en fout aussi. Donc ça commence plutôt bien. Eh bien, c'est chouette. À vos côtés, je vais souhaiter la bienvenue aussi au docteur vétérinaire, donc Yves Gay. Vous êtes donc spécialiste, spécialisé notamment dans pas mal de domaines, et celui-ci, en l'occurrence. On va écouter votre expertise. Vous êtes aussi président des éleveurs, vous, de l'autre région, non loin de celle-ci, Bourgogne et Franche-Comté. Tout à fait, bonjour. Bon, on va compter sur votre expertise. Nouvelle venue par rapport à ces tables rondes. Vous n'étiez pas des nôtres ce matin. Voilà, non pas que vous aviez boudé notre invitation. Je crois que ce sujet, par contre, celui qu'on va aborder, vous le connaissez, maîtrisez suffisamment bien en tous les cas. Vous êtes donc docteur vétérinaire, Marie Delerue, vétérinaire experte sanitaire au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est ça. Vous êtes Bonjour. prête ? Tout à fait. Alors, vous allez prendre une partie de l'intervention, de la préparation qui est faite pour que, justement, on ait un support de cette présentation. Je crois que maintenant, vous êtes bien finalement la sédentaire, j'allais dire finalement, de ces équi-rencontres pour la 3e édition. Sophie, Paul Jean-Jean, vétérinaire donc technique, Boehringer Ingelheim. Voilà, donc avec vous, on va passer en vue donc ce sujet, l'élevage et le sport, donc celui de la vermifugation et résistance dans les élevages. Je crois que c'est, alors j'ai presque appelé ça presque un fléau ou un incontournable, justement, ce vermifuge. Tout à fait. Et un sujet, les résistances, qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Il faut que toute la filière s'en empare pour la santé de nos chevaux. Alors ça paraît presque une lapalissade, hein, c'est une évidence. Vous allez voir que le sujet n'est pas si simple que cela. Encore une fois, souvent c'est du bon sens et l'expertise, bon, d'une part d'un éleveur dont c'est le quotidien, puis vous en tant que vétérinaire, on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail. Je vous laisse déjà la parole. On se permettra de temps en temps d'intervenir justement pour rebondir sur les sujets. Des fois, on rentre dans des domaines un petit peu plus techniques, essayer justement de les vulgariser un petit peu. Parfait, merci Yannick. Donc, on est parti pour ce sujet, hein, résistance des parasites digestives dans des élevages. Donc, résistance des parasites par rapport aux vermifuges que l'on peut administrer. Donc, on va parler dans un premier temps des résistances. Qu'est-ce que c'est, hein, vous définir le sujet. Deuxième partie, vous expliquer comment ces résistances se mettent en place dans les haras, dans les structures équestres. Et dernière partie par Marie, pour finir sur une note positive, comment limiter justement ces résistances et comment faire pratiquement pour vermifuger nos chevaux. Donc, le constat est quand même alarmant, hein, concernant ces parasites digestifs, puisque des résistances des parasites aux vermifuges sont présentes en France, assez répandues pour certaines. Par exemple, depuis 2012, on décrit des résistances des petits strongs, c'est-à-dire les cyatostomes, hein, ces petits vers rouges. Les ascaris également sont concernés. Hein. Les ascaris, c'est la photo du bas avec ces fameuses pelotes ascaridiennes du jeune poulain. Alors là, des résistances avérées et démontrées. Et puis, on a quelques inquiétudes également depuis l'année dernière par rapport au ténia. Et le problème, c'est que quand ces résistances sont installées dans les élevages, pas de possibilité de retour à la sensibilité. On peut faire par exemple le parallèle entre l'antibiorésistance, la résistance des bactéries aux antibiotiques, et là, quand on arrête l'antibiothérapie, la sensibilité des microbes revient. Là, par contre, en matière de parasites digestifs, quand la résistance est installée, elle est là de façon définitive. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules qui va arriver bientôt sur le marché. Donc, il faut faire avec l'arsenal thérapeutique qui est à notre disposition
pour traiter les chevaux. Et le problème avec ces résistances, c'est qu'on voit apparaître dans les élevages des parasites résistants qui petit à petit prennent la place des parasites sensibles. Donc la grosse question, c'est comment on va traiter nos chevaux et quels risques pour leur santé. Donc il est vraiment important que toute la filière s'empare du sujet, vétérinaires, éleveurs, enfin tout le monde, pour mettre en place ce qu'on appelle la vermifugation raisonnée pour garder des molécules actives sur les parasites. Alors, qu'est-ce que c'est que ces résistances? La définition, c'est la capacité d'un parasite à survivre à un traitement qui, logiquement, est actif contre ce parasite et au même stade, que ce soit un adulte ou une larve. Et en fait, un parasite, vous voyez le schéma en bas, un cheval héberge des parasites digestifs sensibles et puis, de façon très aléatoire et de façon très rare, un beau jour, un parasite acquiert une résistance suite à une mutation génétique. Mais c'est un phénomène biologique, naturel, mais très rare. Donc, si rien ne se passe, les parasites résistants vont disparaître. Le problème, c'est que quand on vermifuge, et notamment quand on vermifuge de façon intensive les chevaux, à chaque fois qu'on vermifuge, on sélectionne les parasites résistants et petit à petit, la population résistante va prendre la place de la population sensible. Et donc, vous voyez sur la courbe de droite qu'au tout départ, les parasites sont sensibles et petit à petit sont remplacés par des parasites résistants. Et le problème, donc ça prend plusieurs années, une dizaine d'années, et c'est que cliniquement, au sein de l'élevage, quand on regarde ces chevaux, quand on les vermifuge, au départ, on ne se rend pas compte que cette résistance progresse. On vermifuge, ça fonctionne, et un beau jour, ça ne fonctionne plus. Mais là, c'est trop tard pour agir. Alors, si on revient aux principaux parasites des chevaux, on peut les classer en 3 familles. On a donc les nématodes, les vers ronds. Donc, vous connaissez tous les petits strongles, les petits vers rouges, et les ascaris, le long ver blanc du poulain. Ça, c'est les plus préoccupants parce que les autres, les grands strongles et les oxyures, on peut les gérer assez facilement. Après, on a la grande famille des ténias, les vers plats, qu'on appelle également cestodes ou anoplocéphales. Et enfin, des parasites qui sont en fait des insectes qu'on appelle les gastérophiles. C'est les larves des mouches, les mouches qui pondent des œufs sur les jambes des chevaux. Alors, si on regarde l'efficacité des antiparasitaires par rapport à ces différentes familles de parasites, on se rend compte qu'on a 3 grandes familles de vermifuges, de molécules, les lactones macrocycliques, les benzimidazole et les pyrimidines. Bon, les noms sont un petit peu sorciers, mais retenez qu'on a 3 grandes familles pour traiter ces nématodes. Et quand les médicaments ont été mis sur le marché, vous voyez le tableau est vert, tout était efficace, ça fonctionnait très très bien. À ce jour, la situation est préoccupante parce que concernant les petits strongles, on a 2 grandes familles où les résistances sont très étendues et on gardait une bonne efficacité de la famille des lactones macrocycliques. Mais depuis l'année dernière, on a les premiers cas de petits strongles résistants aux lactones macrocycliques. Ça veut dire qu'on n'a plus aucune molécule dans certains élevages efficace contre ces parasites. Donc, idem pour les ascaris, qui sont devenus résistants au fil du temps aux lactones macrocycliques. Et comme je vous disais en introduction, on commence à avoir des inquiétudes par rapport aux ténias. Donc, la question, finalement, dans son écurie, c'est de savoir quelle molécule est efficace, parce que le niveau de résistance d'une écurie à l'autre est extrêmement variable. Il dépend du nombre de chevaux, de l'âge de ces chevaux, des pratiques d'élevage, des pratiques de vermifugation. Donc, c'est très important avec votre vétérinaire de mesurer l'efficacité des molécules que vous pouvez utiliser. Donc, on conseille pour les chevaux de tester pour les petits strongles tous les 3 ans. Pour les poulains, il faut tester petits strongles et ascaris, et puis plutôt tous les ans.
Les ténias, il va falloir commencer à tester, voilà, dans le but de savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme vermifuge dans son écurie. Alors, c'est assez simple. Là, c'est le principe, hein, mais c'est assez simple. On fait une coproscopie sur quelques chevaux qui excrètent beaucoup d'œufs. On leur donne le vermifuge avec la molécule à tester. Et puis 15 jours après, on regarde ce qui se passe dans les crottins, si les œufs ont complètement disparu ou non. Logiquement, si un vermifuge est efficace, on n'a plus d'œufs 15 jours après. Si par contre il en reste, eh bien, ça veut dire qu'on a un début de résistance, hein. Vous voyez sur le tableau, les valeurs sont différentes en fonction des familles de molécules, mais pour les lactones macrocycliques, on doit avoir une réduction de plus de 98%. Alors, la question d'après, c'est quelles sont les pratiques qui amènent à ces résistances, au fait que les résistantes se répandent dans un effectif. Alors, on a deux types de facteurs. On a des facteurs liés au traitement, au vermifuge, et on a des traitements qui sont liés à la conduite d'élevage. Alors, concernant les facteurs liés au traitement, on a un des plus importants, c'est la fréquence de vermifugation. Hein, on a longtemps dit qu'il fallait traiter systématiquement les animaux 4 fois par an. Bon, on rétropédale et c'est plus du tout les conseils que l'on peut donner. Le sous-dosage est un facteur important de résistance et également l'utilisation de molécules très rémanentes parce qu'au bout d'un moment, la concentration diminue dans l'organisme, ce qui prédispose au sous-dosage. L'utilisation systématique de molécules actives sur les larves. Alors ça, Marie va vous expliquer ce que sont les refuges de sensibilité dans la troisième partie. Et quand on utilise systématiquement des molécules qui éradiquent à la fois les larves et les adultes, c'est un problème. De la même façon, l'utilisation de médicaments qui ne sont pas faits pour les chevaux, qui seraient par exemple destinés aux bovins ou aux moutons, eh ben, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans l'organisme des chevaux. Donc, c'est des pratiques à proscrire. Et les mauvaises périodes de traitement, comme en plein hiver ou en plein été, quand on a des étés caniculaires. Deuxième série de facteurs liés à la conduite d'élevage. Alors, un point qui est très important, c'est l'absence de quarantaine lorsqu'on a des nouveaux chevaux qui sont introduits dans une écurie. Alors, bien sûr, au niveau sanitaire, hein, ces chevaux peuvent arriver avec de la gourme, hein, par exemple, comme on a vu ce matin, mais ils peuvent également arriver avec des parasites qui n'existaient pas dans l'élevage. Et en plus, ils peuvent arriver avec des parasites résistants. Donc là, la résistance va diffuser dans votre élevage. Et là encore, on introduit le loup dans la bergerie. Et puis après, il y a tout ce qui concerne la gestion et l'hygiène des herbages, des paddocks, des écuries, notamment quand on a de la surdensité. Quand on a beaucoup de chevaux, on a beaucoup de crottins. Alors, dans les crottins, on a les œufs, hein, c'est le début du cycle parasitaire. Et si on a beaucoup de chevaux avec des crottins qui ne sont pas loin, les chevaux vont manger à proximité de ces crottins et donc vont se contaminer. Donc, des chevaux contaminés, on va devoir utiliser beaucoup de vermifuges et c'est le cercle vicieux. Je peux vous couper 2 secondes? Tout à fait. Ça m'amène une petite réflexion, enfin celle que je vais lancer, je vais prendre la balle au bon, hein, pour Julien, parce qu'on parlait justement de la gestion notamment des paddocks, des herbages. Vous, par rapport à vos saisons justement en élevage, comment vous gérez un petit peu tout cela? Alors, nous, on a 2 activités. Sur notre partie élevage, on a la chance d'avoir une surface assez grande. On a une petite soixantaine de chevaux à l'élevage pour nous, qui sont répartis sur 90 hectares. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un chargement relativement limité. On fait très attention effectivement au niveau du moment de la rotation des pâtures. On chôle beaucoup au printemps, des choses comme ça, ce qui fait que comme on a une densité de population qui est relativement faible, on n'a pas de grosses contraintes chez nous sur la partie parasitisme sur nos chevaux d'élevage. Par contre, effectivement, on a une partie aussi centre d'insémination où on ne mélange pas par contre notre effectif personnel avec les juments qui arrivent de l'extérieur.
Et c'est vrai que là-dessus, c'est un peu plus compliqué à gérer. Comme dans tout centre d'insémination, on ne peut pas se permettre de mettre toutes les juments qui arrivent un jour J en quarantaine pendant une semaine ou 15 jours. Elles sont sur des surfaces un peu plus restreintes, même si on essaie de leur donner le maximum. Donc là, on a des soucis de parasitisme. Voilà, oui, c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc nous, ce qu'on demande aux éleveurs, c'est d'essayer de nous amener des juments indemnes. Je dis bien essayer, parce que c'est toujours compliqué à vérifier. Bien, hein. Et en leur précisant bien que les juments, en repartant de chez nous, faut partir du principe qu'elles seront parasitées et prendre les mesures adéquates de retour dans leurs élevages. Ça m'amène à une autre question, justement, quel est le temps justement de vie ou de survie, justement, ou d'infection, enfin, comment peuvent se transmettre éventuellement tous les virus via des endroits qui seraient quelque peu pollués? Alors, ça peut être très rapide hein, quand il fait beau. Donc, on a des œufs, notamment de petits strongles dans les crottins. Et quand il fait chaud et humide hein, au printemps, en quelques jours, les œufs éclosent. Et en une semaine ou deux, on a des larves infestantes. Hein. Donc, voilà, tout le sujet, vous l'avez bien expliqué, hein, c'est de limiter la pression parasitaire dans les herbages, de limiter le niveau de contamination pour avoir le moins possible recours aux vermifuges, mais ce n'est pas toujours évident. Et dernier petit point d'attention, c'est notamment dans les haras, quand on a de l'élevage, c'est l'utilisation récurrente des paddocks de nurserie. Bien sûr, les élevages sont organisés, on met toujours les jeunes poulains au même endroit, mais là, on va avoir une accumulation d'œufs d'ascaris et les poulains, les années suivantes, vont se contaminer très facilement. Donc, idéalement, c'est un exemple hein, de changer de paddock de nurserie pour que les poulains soient moins contaminés. Et le dernier point que je voulais signaler, c'était de vraiment prendre en charge la surveillance de l'efficacité des vermifuges. Hein. Vous avez vu, il suffit de faire des copros à 15 jours d'intervalle. Il faut rechercher ces résistantes pour pouvoir lutter contre. Et voilà, je passe la parole à Marie. Qui correspond finalement à ce que vous venez de faire. Hein. C'est un petit peu le lien, parce que finalement, ça va être votre domaine, justement, l'analyse de tout cela pour cette troisième partie. Merci Sophie. Donc je continue. Alors la situation que vous a présentée Sophie paraît un peu catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver là? Pour l'instant, c'est encore rare d'avoir des élevages où il y a des résistances des petits strongles à tous les vermifuges. Mais ça existe et donc il faut prendre des mesures. Ce qu'il faut avoir en tête, aujourd'hui en tout cas, dans un programme de vermifugation, c'est que bien évidemment, le premier but, vous le connaissez, c'est garder les équidés en bonne santé. Donc, ça ne veut pas dire que les chevaux doivent être sans parasites. C'est normal, un cheval qui a l'herbe, c'est un cheval parasité. Et finalement, nos parasites, ils ne sont pas si méchants. Leur but, c'est de vivre en harmonie, plus ou moins, avec les chevaux. Par contre, quand on commence à avoir des grosses infestations, c'est là qu'on peut avoir des signes cliniques. Donc, attention, c'est éviter une grosse infestation. Ce n'est pas éviter une infestation tout court. Mais maintenant, il faut prendre en compte qu'il faut aussi prendre en compte le développement des résistances et donc limiter l'utilisation de nos vermifuges. Et pour cela, en fait, il faut garder des populations de parasites qui sont sensibles, et ce qu'on appelle des refuges de sensibilité. Alors, qu'est-ce que sont ces populations refuges? En fait, ce sont des parasites qui ne sont pas soumis à la pression de sélection, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis aux vermifuges. Et donc, finalement, plus la proportion de ces parasites est importante, donc plus la proportion de parasites qui ne sont pas soumis aux vermifuges est importante, moins les résistances vont se développer rapidement. Même si c'est inéluctable, elles vont se développer, mais plus lentement. Alors, qu'est-ce que sont ces refuges de sensibilité, ces populations de parasites qui ne sont pas soumises aux vermifuges? La première chose, Sophie en a parlé tout à l'heure, ce sont en fait tous les vermifuges ne sont pas actifs contre tous les stades. Et la plupart des vermifuges ne sont pas actifs contre certaines larves qui sont vraiment enquistées dans la paroi. Et donc, par exemple, ça veut dire que ces larves enquistées, elles ne sont pas touchées par le vermifuge et elles constituent un refuge de sensibilité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a bien évidemment tous les chevaux qui ne sont pas parasités. Et ça, je vais vous en parler plus en avant. C'est vraiment l'objectif de la vermifugation raisonnée, de garder certains chevaux non vermifugés.
Et puis la dernière chose, ça Sophie en a parlé aussi, il y a tous les parasites qui sont dans la pâture. Et c'est pour ça qu'en hiver et en plein été, quand il y a un gros cagnard, il ne faut pas vermifuger. Parce qu'elles sont, elles sont en quantité faible dans la pâture à ce moment-là. Donc je vais parler plus précisément du fait de ne pas vermifuger à certains moments de l'année tous les chevaux et de garder des chevaux non traités. Donc en pratique, on sait qu'il y a une règle des 80-20 qui dit qu'environ 80% des chevaux, 20% des chevaux excrètent 80% des parasites. Donc en fait, notre but, c'est de trouver ces 20% de chevaux. Alors cette règle, elle est vraie pour la population générale. Bien évidemment, il y aura des variations en fonction des structures, en fonction du risque parasitaire. Il n'est jamais le même. Donc ce n'est pas exactement 80-20, mais on peut garder ça en tête. Et donc pour cela, il existe un outil qui est la coproscopie, qui consiste à finalement compter dans des crottins frais le nombre d'œufs de parasites, et en particulier d'œufs de strongles, et de voir si finalement, en fonction du chiffre qu'on trouve, il y a besoin ou pas de vermifuger. Ces coproscopies, on les préconise plutôt chez des chevaux de plus de 3-4 ans, puisqu'on sait qu'avant, il n'y a pas du tout d'immunité qui est mise en place vis-à-vis de ces parasites. Donc, on a peu de chances de trouver des chevaux qui excrètent plus. Donc, en gros, c'est pas qu'on ne peut pas faire des coproscopies chez les jeunes, mais on risque de s'épuiser un peu. Donc, il vaut mieux réserver tout ça pour les chevaux plus âgés, parce qu'on le sait, ramasser des crottins, et ça prend du temps. Et faire des coproscopies, ça peut coûter un petit peu d'argent. Donc voilà, il vaut mieux se réserver sur ces chevaux-là. Et puis, la dernière chose, c'est aussi que potentiellement, les chevaux de moins de 3 ans, notamment vis-à-vis des strongs, ils sont plus sensibles, donc plus à même d'avoir des signes cliniques. Donc le but, c'est de vermifuger finalement sélectivement les adultes qui sont par ailleurs en bonne santé, bien évidemment. Là, on parle de vermifugation préventive. Ça n'empêche pas, si on a un doute, une suspicion de maladie liée au parasitisme, de vermifuger un cheval. Et le but, c'est que finalement, quand on ne vermifuge pas tous les chevaux, puisque finalement, quand on vermifuge un cheval, les seuls parasites qui vont ensuite être excrétés dans la parcelle vont être des parasites résistants. Si on vermifuge tous les chevaux, on va se retrouver avec une énorme quantité de parasites résistants dans la parcelle qui ensuite vont être ingérés par les chevaux. Alors que si on en vermifuge que certains et qu'on laisse les autres, la population de parasites sensibles va rester prépondérante. Donc c'est vraiment ça la clé. Donc concrètement, grâce à ces coproscopies, on va pouvoir, qui on le voit, sont quand même assez stables dans le temps. Donc il ne faut pas non plus faire des coproscopies 10 fois par an pendant 10 ans sur une jument. À un moment donné, on connaît sa jument, on connaît son statut, et si elle ne change pas tout à fait d'environnement et de copains dans le pré, a priori, elle va pas, son statut ne va pas changer. Ou par exemple, que tout d'un coup, elle développe un syndrome de Cushing, elle a une immunité qui est diminuée. Là, on peut refaire des coproscopies, mais il faut quand même garder en tête que c'est assez stable. Et donc, l'argument économique je pense qu'il n'est pas si vrai aujourd'hui. Donc, en gros, on se retrouve avec des chevaux qui sont faibles excréteurs. Ceux-là, on peut les vermifuger 1, voire 2, voire peut-être pas du tout, parfois. Il faudra sûrement avoir d'autres diagnostics en plus des coproscopies, ça ne suffira pas. Mais on peut aller, je pense, jusqu'à 0. Quel diagnostic, justement, comment on peut le laisser? Eh bien, il reste finalement les coproscopies, c'est surtout utile. Alors, on voit bien les ascaris des poulains, on voit bien les strongles. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est faire la différence entre les petits strongles et les grands strongles. Aujourd'hui, on sait que les petits strongles, c'est 98% des strongles. Mais avant, ils étaient fréquents, les grands strongles. Et si on diminue la pression de vermifugation, le risque, c'est qu'ils reviennent. Donc, si on veut vraiment arrêter de vermifuger et aller très loin, là, c'est le niveau plus, il faudrait faire ce qu'on appelle des coprocultures, c'est-à-dire qu'on fait maturer les œufs
il se transforme en larve, et là, les larves, elles ne sont pas tout à fait les mêmes, et on voit si c'est des grands strongles ou si c'est des petits strongles. S'il n'y a pas de grands strongles, on peut ne pas vermifuger. Je parle d'un cheval qui est en bonne santé, qui a plus de 6 ans. En dessous, on sait qu'on peut avoir des symptômes, qui n'a pas non plus de 20 ans, parce que voilà, il a peut-être des affections intercurrentes qui font que il peut avoir des soucis, mais voilà, c'est possible d'aller jusque-là. Et puis aussi, regardez les ténias, Sophie en a parlé. On sait qu'il y a aussi des résistances qui se développent, donc il va falloir aussi arrêter ce vermifuge double action systématique en fin d'année. Et là, il y a des sérologies où on peut voir si la jument a rencontré au cours de la saison des ténias, parce qu'il y a des anticorps qui se développent et qu'on observe. Voilà. Et on est quand même, j'imagine dans le public, il y a des éleveurs. Et donc, je voulais quand même faire un point sur la poulinière. On a tendance à dire, on la vermifuge 3 jours avant, le jour du poulinage, 3 jours après. En réalité, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. De toute façon, la jument et le poulain sont dans un environnement plus large, avec d'autres poulinières qui sont elles-mêmes sûrement parasitées. Il y a sûrement au mois de mai déjà beaucoup de parasites sur la parcelle, donc ça n'a aucun effet de vermifuger une poulinière au moment du poulinage. Ce qu'il faut, c'est par des coproscopies vérifier son statut. Si elle est forte excrétrice, on la vermifuge. Si elle excrète peu d'œufs, elle ne présente aucun danger pour son poulain, et donc on la laisse tranquille. Est-ce que c'était... Vous vouliez intervenir, Yves, tu veux nous dire ton sentiment par rapport à tout ça? Alors, mon sentiment, c'est que les éleveurs et les propriétaires de chevaux sont moyennement sensibilisés à ces résistances. Il y a des habitudes depuis très longtemps. Le protocole des 4 vermifuges par an, plutôt pour les propriétaires. Pour les gros élevages, je pense que c'est un peu moins vrai parce qu'il y a un coût économique significatif et ils regardent quand même avant d'acheter 200 vermifuges si c'est utile de le faire. Par contre, grâce à toutes ces présentations et cette pression des laboratoires quand même, on a multiplié les coproscopies depuis, je dirais, 5-6 ans et on remplace un vermifuge par une coproscopie. Parce que le prix est à peu près le même pour l'éleveur. Et on a essayé d'éduquer, et je trouve que ça marche plutôt bien, de systématiquement dire « faites une copro, s'il n'y a pas besoin, on ne vermifuge pas, et refaites-en une. Alors, peut-être qu'on n'a pas toujours le bon rythme, mais quand il ne vermifuge pas, on en refait une deuxième dans l'année pour vérifier si le statut est le même. Et le gros de notre travail, c'est d'éduquer à faire de plus en plus de copros. Alors, on en faisait très peu, parce qu'on les envoyait au labo au début. Puis finalement, on a formé nos assistantes. Et maintenant, toutes les assistantes savent faire des copros. On arrive à donner des réponses rapidement. Et c'est le plus qu'on a essayé de développer dans notre pratique. Avec une incidence qu'il peut y avoir justement avec un cheval qui peut être très infecté, parce que on peut se poser la question aussi, justement, on parlait des juments, on parlait de l'incidence que ça peut avoir ou pas justement sur un poulain, mais est-ce qu'un cheval qui est très infesté, justement, on peut imaginer lorsqu'il arrive en compétition, est-ce que ça a une incidence sur ses performances? Alors, on n'en est encore pas à l'incidence sur les symptômes cliniques, parce qu'on intervient quand même avant ça, c'est plutôt dans la prévention, mais on s'est aperçu effectivement que dans le même troupeau, on a des hyperparasités et des très peu parasités. Et là, les gens ont pris conscience que le statut était très différent. Alors, on le savait un peu pour autre chose. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais la présence de tiques. Vous avez 2 chevaux dans la même pâture, il y en a un qui va être infesté de tiques et l'autre pas. Donc, tout ça les sensibilise et disent, tiens, finalement, oui, c'est peut-être bien de faire une copro et l'habitude vient. Julien, par rapport à tout ça? Alors nous on est assez sensibilisés, c'est vrai, avec nos vétérinaires, c'est un sujet qu'on aborde souvent pour notre élevage, mais aussi par rapport au centre d'insémination, on est beaucoup dans la prévention, pour le sanitaire en général, même plus loin que simplement les parasitismes. Et nous on fait déjà pas mal effectivement de copro. Ça nous est arrivé alors sur des juments, notamment sur le troupeau de poulinières ou de porteuses, qui sont dans la force de l'âge, on va dire 8, 15, 16 ans. De faire des copros 2 à 3 fois par an et de passer quasiment 2 ans sans les vermifuger. Ouais, ça nous arrive
quand même régulièrement. Comme disait Yves, de toute façon, c'est à peu près le même prix qu'un vermifuge. Donc si on peut éviter d'accélérer l'apparition de résistance chez nous, c'est quelque chose qu'on fait volontiers. Et après, petite parenthèse par rapport aux éleveurs de notre région, on a mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes, pas dans tous les départements, mais ça vient progressivement. On a mis des partenariats en place avec les différents GDS, où les éleveurs paient une cotisation, une contribution par cheval. Et en échange, ils ont des remises, notamment que ce soit sur les vaccins ou sur les copros, ce qui incite les gens. Donc ça a été l'occasion d'expliquer ce que c'était une copro, notamment lors des AG d'associations d'éleveurs, d'expliquer le principe de la copro et quels intérêts pour leurs élevages, quoi. Je crois que c'est ce sur quoi on va tendre, hein, justement, c'est justement de l'éducation, au demeurant. Tout à fait, et voilà, de devenir anthelmintique responsable, de faire des copros. Et je laisse la parole à Marie pour dire qu'il y a une étude qui est lancée et qui est vraiment intéressante. Dont on a besoin. Je crois que vous avez peut-être besoin de volontaires aussi, créer peut-être un cheptel, c'est ça l'idée ? C'est ça, en fait, on suit depuis quelques années, finalement, les données sur les résistances en France étaient un petit peu anciennes. Il y a des données un petit peu dans les autres pays du monde, mais on a toujours l'impression que les autres font moins bien et que nous ne sommes pas concernés. Donc on essaye quand même de regarder un peu ce qui se passe dans les élevages français. Donc c'est via ces études qu'on a détecté notamment le premier cas d'élevage en Normandie où il y avait des résistances à tous les vermifuges. Là, cette année, on a vu les premiers cas de résistance des ténias. Et on travaille beaucoup là sur les ascaris, puisque forcément on est en Normandie, c'est quand même une région d'élevage. On nous a dit les ascaris, c'est important aussi. Donc on cherche des lots de chevaux qui pâturent ensemble, qui sont au moins 5 ensemble et qui pâturent depuis plus de 2 mois et qui n'ont pas été vermifugés depuis plus de 2 mois, pour faire des tests de résistance qui sont donc pris en charge gratuitement, mais pour avoir une vision globale de quelle est l'efficacité aujourd'hui des vermifuges contre les ascaris, parce qu'il y a une toute petite étude sur 4 élevages en Normandie qui date de 2013, donc il faut réactualiser les connaissances. Donc voilà, si vous souhaitez avoir un test d'efficacité gratuit pour votre élevage, nous sommes preneurs. Bah là, à mon avis, il va y avoir des candidats. Il va y avoir des candidats. Voilà, donc il vous faut un cheptel à peu près de combien ? C'est quantifié ? 5 minimum, 5 pour minimum. qu'on puisse l'analyser, nous. D'accord, Ouais. pour que ce soit assez représentatif. C'est ça, ouais. Nos amis internautes nous suivent en direct, et tant mieux d'ailleurs, et je crois qu'ils ont envie de réagir, parce que vous avez la possibilité de, si vous le souhaitez, si on a le temps de prendre quelques questions, je crois qu'il y en a une. Oui, nous avons une question qui est à propos des ébouseuses. Est-ce que ça peut servir de se servir d'une ébouseuse dans les prés ou la chaux, mettre de la chaux dans les prés contre les parasites ? Alors, on est en train de définir ce que c'est qu'une ébouseuse pour être bien clair. C'est ce qui épate, c'est ça ? En fait, oui, c'est un peu ce qu'on appelle la c'est ça RSA prairie. C'est ça, ouais. oui. Alors, c'est une très bonne pratique pour assainir les herbages. C'est-à-dire que, voilà, on l'a dit, hein, les crottins contiennent tous les œufs c'est le début du cycle parasitaire. Donc, si on fait éclater les crottins et qu'on expose les œufs et les larves au soleil et à la chaleur, c'est très bien, on va assainir, diminuer la pression parasitaire. Mais il faut absolument faire ce travail par temps chaud et sec. Si, à contrario, c'est chaud et humide, eh ben, on l'a dit, les larves vont se développer et la pâture va devenir infestante et dangereuse pour les chevaux. Bon, il n'y a pas que du mal hein, dans l'évolution du climat, hein, puisque ces derniers temps, le chaud est sec, je crois qu'on a été assez servi. Précision ? Je peux répondre aussi sur le cholage ? Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font et qui ont l'impression que c'est efficace. Il y avait eu une toute petite étude expérimentale à l'ANFES il y a une dizaine d'années qui n'avait pas montré d'effet, mais on aimerait bien justement valider ou pas cette technique. Donc, si vous cholez, je vois qu'il y a un élevage qui chole juste à côté. Nous sommes aussi preneurs pour faire des tests en fait où on compterait les larves dans la prairie avant le cholage et après pour vérifier est-ce que ça a bien tué nos larves ou elles s'en fichent complètement. À bon entendeur, voilà, derrière vos écrans, nos amis éleveurs. Bon, bah, si vous êtes, et je crois que finalement, hein, c'est encore une fois, une victoire se gagne de façon solidaire
plus on aura d'études, plus on aura de recul, plus on pourra travailler. Alors, je ne sais pas s'il y a des régions qui sont propices de développement. Est-ce qu'il peut y avoir un influx aussi sur la météo? Est-ce que la météo peut influer aussi sur le développement parasitaire dans certaines régions ou pas? Est-ce que par exemple, vous disiez la Normandie, où il y a beaucoup de chevaux, c'est forcément là où il y en aura le plus? Peut-être pas. De fait, dans les études qu'on a fait, effectivement, pour un alors, il y a un vermifuge. Bon, ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a des résistances, et clairement, c'est dans toute la France. Mais effectivement, pour un autre vermifuge qui est apparu plus récemment, c'est surtout la Normandie où il y a des résistances. Mais forcément, peut-être que dans les élevages, on a aussi peut-être tendance à plus vermifuger parce qu'on a des jeunes chevaux qui sont sensibles. Et puis là où il y a beaucoup de chevaux, c'est là toujours où il y a plus de problèmes. Donc, mais oui, il y a un vrai souci. Et puis, la Normandie, il y a beaucoup de pluie, effectivement. Peut-être que les temps chauds et secs dans le sud-est sont moins favorables. Après, peut-être qu'aussi que la Normandie est plus scrutée. Donc, quand on cherche, on trouve. C'est là où je voulais arriver. De toute façon, c'est en étudiant. Et c'est pour ça, je pense que les moyens que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui pour en faire des études et pouvoir en tirer des résultats nous permettront d'avoir des conclusions peut-être un petit peu plus précises pour adapter effectivement la bonne façon de travailler. Est-ce qu'on a traité globalement le sujet? Je vois vos mines souriantes que oui. J'espère que nos amis internautes auront été satisfaits, comme le public ici qui nous aura suivis en direct par ce sujet. La vermifugation, donc faire face aux résistances dans les élevages. C'était donc cette 3e édition des Équirencontres. Un immense merci à Boehringer Ingelheim, à la Société hippique française, Institut français du cheval et de l'équitation. Merci infiniment, docteur. Sophie, merci beaucoup. Marie, merci Yves. Merci Julien, auquel on va souhaiter le meilleur à venir, évidemment, lors de cette grande semaine, puisque c'est vous qui nous la faites vivre aussi. Et puis à vous tous, chers amis, merci beaucoup de votre attention, en tous les cas. Rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition. Belle rentrée à chacun d'entre vous et à bientôt.